Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 20 septembre 2023, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 24 degrés, affiché en ce moment pour une maximale de 34 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, le ministre en charge de la culture sonne la charge de la mobilisation pour le sursaut national patriotique et citoyen. Devant les légitimités traditionnelles, les communicateurs traditionnels, les acteurs culturels et autres composantes des forces vives de la nation, la rencontre qui a été présidée par le Premier ministre visait à créer l'union sacrée autour de la patrie en vue de consolider l'unité nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Autre volet de l'actualité nationale ce matin, c'est la réapparition de la dengue au Mali. Cette maladie qui se manifeste par la fièvre, la fatigue et les douleurs musculaires est dans nos murs avec 12 cas confirmés mais 0 décès à ce jour. Pour éviter toute aggravation de la situation, le ministère de la Santé et du Développement social organise la riposte avec ses partenaires. Toute cette information de première main a été livrée lors d'une conférence de presse animée hier avec comme objectif d'impliquer davantage les médias dans la sensibilisation. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly évoque aujourd'hui la production agricole durable, un facteur de lutte contre la sécheresse et la désertification. Enfin en sport, l'actualité nationale est dominée par le basketball avec le tournoi interligue qui bat son plein à Koulikoro. Et puis nous évoquerons le retour de la prestigieuse Ligue européenne des champions qui a démarré hier avec le PSG qui réussit son entrée en matière contre Dortmund et le tenant du titre qui a d'abord tremblé devant l'étoile rouge de Belgrade avant de s'imposer finalement. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le ministre chargé de la culture sonne la charge de la mobilisation pour le sursaut national patriotique et citoyen. Un combat unitaire, l'acceptation d'être ensemble, le sacrifice ultime, ce sont là des priorités exprimées au cours de la cérémonie, présidée par le Premier ministre. Il s'agit à travers le tabalé de réaliser l'union sacrée autour de notre pays afin de consolider l'unité nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Compte rendu, Alpha Maïga. Vaincre ou périr, le tabalé a résonné depuis le CICB pour engager artistes et hommes de culture à prendre la mesure de la crise multiforme que vit le pays et à se mettre debout pour riposter. Andogoli Guindo, ministre en charge de la culture. Tabalé, c'est un cri de cœur, un appel à la résistance culturelle pour créer l'union sacrée autour de la patrie afin de consolider l'unité nationale, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Ce nouvel appel du sursaut patriotique et citoyen est un signal fort qui fait croire que plus jamais, l'union sacrée est désormais le mot d'ordre des acteurs culturels pour le seul intérêt du Mali. Vous, écrivains, vous, musiciens, vous, cinéastes, vous, photographes, vous, peintres, vous, communicateurs traditionnels, vous, intellectuels de tous bords, qu'allez-vous faire pour la patrie en danger? Hamadoun Dagamainsa, porte-parole du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement. Nous sommes très contents d'être appelés pour jouer ce rôle parce que c'est un rôle régalien.
de sensibiliser la population malienne, de faire l'union sacrée autour des forces armées de sécurité, autour du président de la transition du gouvernement et de tous nos décideurs pour que le Mali soit et que le Mali demeure comme on a trouvé au temps de nos ancêtres. Bajan Ag Amatou, porte-parole des légitimités traditionnelles du Mali. Si nous incarnons réellement ce que c'est que le chef traditionnel, nous n'avons nullement pas le droit de ne pas avoir l'obligation d'être avec ceux qui dirigent notre nation. Nous n'avons pas le droit de ne pas soutenir l'armée malienne qui est chargée de nous protéger. Ils se sont appropriés l'appel patriotique pour venir à bout de l'hydre et la menace du terrorisme. Dans les 13 langues nationales, au pupitre, ils ont exprimé des messages viatiques. Et au Premier ministre, après un récit des événements depuis le 13 septembre 1898, s'est adressé aux Maliens, Dr Choguel Kokola Meiga, Premier ministre. L'armée malienne a besoin aujourd'hui que tous les Maliens la soutiennent. Elle peut perdre des batailles, mais elle va gagner la guerre. Parce que la guerre de l'armée malienne est juste. C'est pour restaurer aux Maliens leur honneur, la dignité, notre indépendance et notre souveraineté. Nous ne pouvons pas le faire sans notre armée. L'armée a besoin du soutien du peuple. La deuxième chose, j'insiste là-dessus, il faut tout faire pour éviter les amalgames. Enfin, il faut l'union sacrée des Maliens. Développement de la solidarité, combat unitaire, acceptation d'être ensemble, sacrifice ultime. Ils ont fait de tout cela leur priorité en fredonnant ensemble l'hymne national. Sur un autre registre à présent, les membres de la commission travaux publics, de l'habitat, des domaines et des transports ont effectué hier une visite de terrain dans les villes de Bamako et de Kati. Il s'agissait pour les membres de cette commission d'identifier les difficultés qui entravent la fluidité de la circulation ou qui occasionnent des accidents graves. À l'issue de cette visite de terrain, les membres de la commission ont proposé des pistes de solutions. Ils se sont en outre rendus à la mairie de Moribabougou pour présenter les condoléances du CNT aux victimes de l'effondrement du bâtiment survenu samedi dernier. Le compte-rendu de Modibo Malikou. Des vendeurs installés le long des routes, des motos circulant hors des pistes cyclables, des camions de transport de sable refusant de respecter les règles établies pour eux, les mauvaises pratiques des usagers de la route sont aussi bien nombreuses que variées. Conséquence, la fluidité de la circulation prend un coup ou au pire, il y a des accidents graves de la circulation à répétition. Un constat amer qui ne peut perdurer, d'où cette visite de terrain des membres de la commission travaux publics, l'habitat, des domaines des transports du CNT sur les terrains. Modibo Keïta, président. Nous avons constaté ces derniers temps une recrudescence des accidents mortels de circulation. Et ce qui est dû à un mauvais usage de la voie publique, à une occupation illicite de la voie publique. Qui sait aujourd'hui, les services en charge de la gestion de la voie publique, ils font de leur mieux. Nous avons jugé nécessaire de faire en sorte que tous ces acteurs se retrouvent sur la voie publique pour qu'on puisse envisager des solutions ensemble à un bon usage, à une bonne exploitation de la voie publique sans danger. Les membres de la commission, accompagnés des autres acteurs qui concourent à la fluidité de la circulation, ont pour se faire une idée choisi ainsi des points névralgiques et accidentogènes de Bamako, de la Tour de l'Afrique au rond-point de l'UNAP, de l'échangeur de Irmadjo au marché de Moribabougou, en tout près d'une dizaine de points, accompagnés aussi des représentants de l'ANASER, la mairie du district, des représentants de la police. Ils ont essayé de mettre le doigt sur les différents goulots d'étranglement à la bonne marche de la circulation. Modibo Keïta. Ces différents acteurs se sont déjà parlé et chacun a donné les raisons de cette situation et a donné aussi des actions qui sont en train d'entreprendre pour résorber cette situation. Donc nous sommes là pour le contrôle de l'action gouvernementale. Donc nous, on fait une facilitation en les mettant en synergie et aussi en initiant des débats entre eux et poursuivre après. Donc on va se retrouver et certainement très prochainement et pour qu'on puisse trouver les voies et moyens pour que cette situation soit résorbée au plus vite. Chemin faisant, la délégation s'est aussi rendue à la mairie de Moribabougou pour faire le constat de l'effondrement du bâtiment administratif qui a eu lieu le samedi dernier. Un accident qui a fait 6 morts, parmi lesquels 2 enfants. Les membres de la commission ont présenté au nom du CNT leurs condoléances, mais non sans prodiguer des conseils permettant d'éviter de tels accidents dans le futur. Un mot de santé à présent, réapparition de la dengue au Mali. Cette maladie qui se manifeste par la fièvre, la fatigue et les douleurs musculaires est dans nos murs avec 12 cas confirmés mais 0 décès à ce jour. Pour éviter toute aggravation de la situation, le ministère de la Santé et du Développement social, avec ses partenaires, organise la riposte. Une conférence de presse a été animée hier pour impliquer davantage les médias dans la sensibilisation. Le point avec Mariam Kone.
La dengue est une maladie virale causée par la piqûre des moustiques qui se reconnaît par sa couleur noire et blanche. Avec un premier cas enregistré le 9 septembre dans notre pays, les services de santé dénombrent à ce jour 65 cas suspects, dont 12 confirmés. Les cas relevés concernent les régions de Mopti, Koulikoro et le district de Bamako. Cependant, pas d'inquiétude à ce stade, selon les services de santé qui se disent à pied d'œuvre pour stopper cette maladie dangereuse. Dr Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Dieu merci, jusque-là, c'est des cas simples qu'on a en tout cas diagnostiqués, qui sont pris en charge. Dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos ménages, c'est de surveiller, c'est de voir et de constater tout phénomène, bien entendu, qui n'est pas naturel, tout phénomène particulier et de déclarer, bien entendu, aux agents de santé. Cela nous permet d'être prompts et d'avoir, bien entendu, des réactions face, bien entendu, aux maladies. Les autorités de santé misent sur la prévention en invitant la population à adopter les bons gestes. Elles conseillent d'éviter les piqûres de moustiques et d'assainir l'environnement en éliminant les eaux stagnantes et les ordures. Dr Khalifa Keita, directeur général adjoint de la santé et de l'hygiène publique. C'est de fréquenter les formations sanitaires les plus proches dès que vous sentez des malaises. Une fièvre, ça veut dire que vous devrez être dans un établissement de santé, que vous ne faites pas l'automédication. 1. 2. Que vous prenez en compte les mesures de prévention édictées ici, c'est de se protéger contre les piqûres de moustiques et aussi détruire les gîtes larvaires. Dr Ali Baba Dieng, coordonnateur à l'OMS. La situation est sous contrôle, les équipes d'investigation sont sur place, la surveillance active est là, les équipes de prise en charge sont encore à pied d'œuvre pour fournir le nécessaire pour la prise en charge de tous les cas. Les autorités sanitaires et leurs partenaires invitent les hommes et femmes de médias à jouer tout leur rôle d'information et de sensibilisation de la population pour barrer la route à la maladie. Un numéro vert est disponible pour signaler tout cas suspect. Il s'agit du 36 061. Un mot de l'actualité à l'étranger à présent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté à un arrêt immédiat des combats au Nagorno-Karabakh, où l'Azerbaïdjan a lancé hier une nouvelle offensive qui a déjà fait 29 morts, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. 3 ans après une guerre qui avait débouché sur une déroute militaire de l'Arménie, la reprise du conflit s'est invitée hier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette réunion pourrait avoir lieu dans les prochains jours, ont indiqué 2 sources diplomatiques évoquant jeudi. La croissance mondiale continue de ralentir selon l'OCDE. En 2023, la croissance du PIB mondial devrait être de 3% après 3,3% en 2022, estiment les experts de l'OCDE. La persistance de l'inflation et le durcissement des politiques monétaires devraient encore peser en 2024. La croissance serait limitée à 2,7%. Par grande zone géographique et pour l'année en cours, les hausses du produit intérieur brut de la Chine et de la zone euro sont revues à la baisse. L'Organisation de coopération et de développement économique se montre plus optimiste pour les États-Unis, la Russie ou le Japon. Le ralentissement mondial est attribué à une baisse de la confiance des entreprises et des consommateurs et la fin du rebond de la Chine, alors que l'impact du resserrement de la politique monétaire devient de plus en plus visible. Le bureau météorologique australien a annoncé hier la formation du phénomène El Niño, généralement associé à une hausse des températures et d'importantes sécheresses susceptibles d'entraîner des feux de forêt dévastateurs. Cette annonce, qui confirme les prédictions d'autres agences météorologiques, intervient alors que le pays est en proie à une chaleur inhabituelle pour la saison. L'arrivée d'El Niño augmentera considérablement la probabilité de battre des records de température et de déclencher une chaleur plus extrême dans de nombreuses régions du monde et dans les océans. C'est ce qu'avait souligné le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, Petteri Talas. La page au sport dans un instant. Une page au sport animée traditionnellement les mercredis par Aridjou Matina, que je retrouve avec beaucoup de bonheur. Bonjour Aridjou Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors, au plan national, l'actualité sportive est assez pauvre, mais parlons basketball.
avec le tournoi Interligue qui bat son plein à Koulikoro. Oui, la phase Interligue de basketball qui se poursuit dans la capitale du Méguédan. Les résultats enregistrés hier au compte de la 10e journée. En série garçon, USM s'est incliné devant CRBT 69-97. Le centre Bintou Dambélé CBD l'emporte 72-49 face à l'FPSS. Victoire de l'Est Commune 1 79-53 contre CAFS. Quelques résultats en série filles. L'AS Mandé gagne 77-35 devant CLDC et défaite de l'US Kita 52-56 face à Sévarié. Quant à la troisième journée, elle est prévue ce mercredi. Ainsi, il y aura 4 rencontres sur les 2 tableaux. Mondial 2030, c'est encore un peu loin, mais le Maroc, l'Espagne et le Portugal peaufinent leur stratégie pour l'obtention de l'organisation de la compétition. Oui, les dirigeants des fédérations des 3 pays se sont réunis en vue d'échanger sur une candidature commune. Était présent à cette rencontre Pedro Rocha, le président de la Fédération espagnole de football par intérim, Fernando Gomes, le président de la Fédération du Portugal, et Fauzi Leja, le président de la Fédération royale marocaine de football. En tout cas, ces 3 pays sont en train de mettre des stratégies en place pour en tout cas préparer la prochaine candidature de la Fédération royale marocaine de football, de la Fédération portugaise de football et la Fédération donc pour chercher l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Affaire à suivre. Voilà, et l'on parle à présent de la prestigieuse Ligue européenne des champions. C'est parti pour la compétition, saison 2023-2024. 8 rencontres étaient au programme hier. Oui, c'était la rentrée des classes hier au compte de la prestigieuse et lucrative compétition européenne des clubs, la Ligue européenne des champions, saison 2023-2024. La succession de Manchester City est ouverte et Manchester City, qui était concerné lors de cette ouverture, a peiné. C'était face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais au finish, les Citizens vont parvenir à s'imposer par le score de 3-1. Les Citizens ont été sauvés hier par leur attaquant argentin Juan Alvarez, auteur de 2 buts dans cette rencontre. C'était dans le groupe G. L'autre rencontre de ce groupe a vu la victoire de Leipzig, les Allemands en déplacement, 3-1 chez les Suisses de Young Boys Bern. Dans le groupe E, la Lazio de Rome et l'Atlético Madrid ont fait match nul 1 but partout. Les Bataves, c'est-à-dire les Néerlandais de Feyenoord Rotterdam, ont battu Celtic Glasgow 2-0 dans le groupe F. Il y avait ce choc qui était très très attendu entre le Paris Saint-Germain Nuluk et le Borussia à Dortmund, et finalement au Parc des Princes, le club de la capitale française va s'imposer par le score de 2-0. Dans ce groupe, match nul 0 but partout entre le Milan AC et Newcastle. Et pourtant, dans cette rencontre, le Milan AC a eu beaucoup d'occasions. Et enfin, dans le groupe H, le FC Barcelone a déroulé face aux Belges d'Antwerp, battu par 5-0 dans cette rencontre. Le jeune Portugais qui est venu tout récemment au FC Barcelone a porté les Catalans en inscrivant 2 buts dans cette rencontre. Il s'agit de João Félix et également il a délivré une passe décisive. Et l'autre rencontre de ce groupe H a vu la victoire du FC Porto 3-1 face au Shakhtar à Donetsk. Enfin, Harry Djouma, vous allez nous parler de la suite et de la fin de la première journée ce mercredi. Ainsi, on va jouer dans les groupes A, B, C et D. Donc les rencontres qui commencent à partir de 16h45. Il y aura 2 affiches. Galatasaray d'Istanbul qui va recevoir le FC Copenhague et le Real Madrid qui jouera contre l'Union de Berlin à 19h. Il y aura 6 rencontres. Ainsi, le Bayern Munich va recevoir à l'Allianz Arena Manchester United.
C'est d'ailleurs la grande affiche de la journée d'aujourd'hui. Le FC Séville avec Sergio Ramos va jouer contre le Racing Club de Lens. La Real Sociedad de notre compatriote Amari Traoré, capitaine des Aigles du Mali, va affronter l'Inter Milan qui était finaliste l'année dernière. Les Gunners d'Arsenal, après 6 années d'absence, vont retrouver la grande compétition. Arsenal va recevoir à l'Emirates Stadium les Néerlandais du PSV Eindhoven. Le Sporting Brada où joue également un autre international malien. Il s'agit du défenseur Sikou Niagaté qui va recevoir le Napoli d'Italie. Et enfin, Benfica Lisbonne jouera contre Salzbourg. Il y a également 2 Maliens dans ce club. Il s'agit de Sekou Koïta et Nene Dorgeles. Oumar Moussa, c'est dire que les Aigles aussi sont concernés par cette compétition parce qu'on a à peu près 6 Maliens qui participent cette saison à la Ligue des Champions saison 2024-2023. C'est assez réconfortant. Merci beaucoup, Aridjou Matina. Chronique de l'environnement. La production agricole durable est un facteur de lutte contre la sécheresse et la désertification. La production agricole durable intègre la durabilité environnementale, sociale et économique. Elle peut être contre-aléatoire et permet de sécuriser et de garantir la production. Agriculture durable, quelle pratique pour sortir d'un modèle intensif et être résilient au changement climatique? Chronique de l'environnement donc, une réalisation de Agibou Koulibaly. L'agriculture durable invite à promouvoir et à pratiquer une agriculture économiquement viable et pérenne, saine pour l'environnement et socialement équitable. Pour cela, il y a des facteurs que tout environnementaliste doit maîtriser. Mambi Fofana, ingénieur des eaux et forêts à la retraite. Le premier facteur le plus important pour moi, c'est le facteur sol. En fait, lorsque vous avez les meilleures ressources génétiques, avec l'eau en abondance, si vous n'avez pas de bonne variété, donc un bon matériel génétique, vous ne pouvez pas produire. Donc il faut faire en sorte que le matériel génétique soit performant et qu'il puisse répondre aux apports, donc aux intrants qu'on l'apporte. Donc la performance du matériel génétique est très très importante pour que le sol puisse effectivement contribuer à la production et la productivité. Une production agricole a forcément besoin de l'eau pour la croissance des semis, ce qui nécessite une meilleure gestion des ressources en eau. Parce que l'eau est un facteur limitant au Sahel. Donc il faut faire en sorte que l'utilisation de l'eau soit judicieuse, soit rationnelle. Pour cela, nous avons construit des cuvettes autour de chaque arbre. Et c'est à l'intérieur de ces cuvettes-là que nous arrosons. Nous avons rendu le page systématique à l'intérieur de chaque cuvette pour non seulement réduire la transpiration, donc pour réduire l'infiltration de l'eau, pour réduire en fait l'évapotranspiration au niveau de chaque arbre. Et ça, c'est la meilleure façon de contrôler effectivement aussi l'érosion et de mieux valoriser même la fertilisation organique qu'on fait. Nous avons édifié aussi une digue en terre tout autour du champ pour qu'aucune goutte de pluie tombant dans le champ ne puisse se disperser à l'intérieur du champ. Ce qui permet non seulement de servir les plantes, mais aussi d'alimenter la nappe phréatique. Notre pays a un climat sahélien. Il est donc nécessaire de préserver la biodiversité en aménageant des pâturages naturels. Il y a le facteur climat. Nous sommes dans un pays où le climat est sahélien. Le Sahel, par définition, est un rivage. C'est un mot arabe. Un rivage entre le sud subsaharien et le nord désertique, qui est saharien. Maintenant, ce Sahel-là, c'est un climat de transition. Un climat de transition, par nature, est un climat instable. Donc, il peut être caractérisé par des déficits ou des exagérations des paramètres climatiques. Par exemple, des poches de sécheresse. La pluviométrie étant un facteur climatique. Et des études ont démontré même que tous les 3 à 5 ans, il y a une sécheresse plus ou moins sévère au niveau du Sahel. Ce facteur climatique, il faut le contrôler. Nous le contrôlons comment? En édifiant des brise-vents, des haies vives très denses autour de la plantation et en y plantant densément. Donc on essaie d'éviter le plus que possible la monoculture, surtout des spéculations annuelles, en essayant d'aller pour l'agroforesterie et surtout l'agriculture de conservation qui consiste même à ne pas labourer. Ici, on fait zéro labour pour pouvoir garder le carbone du sol. Le carbone étant un facteur de croissance extrêmement important pour les plantes. Pour corroborer tout cela, il faut la volonté politique pour la durabilité de nos productions agricoles. Mambi Fofana, ingénieur des eaux et forêts à la retraite. Comme facteur toujours à contrôler pour une productivité, une bonne production agricole au Sahel, le dernier facteur, c'est le facteur politique. Ce facteur politique est très difficile à contrôler dans la mesure où, en fait, il n'y a pas de fonds de garantie de l'État au niveau des banques pour sécuriser le prêt aux producteurs. Alors que les commerçants accèdent facilement au prêt, les banques pensent que
l'agriculture présente beaucoup de risques, surtout que c'est l'agriculture pluviale qui est le type d'agriculture le plus dominant. Donc on ne prête pas aux producteurs agricoles. Cela est une contrainte majeure qu'il faut lever pour que l'agriculture puisse non seulement prospérer, pour que le Mali puisse retrouver la souveraineté alimentaire. C'est possible lorsqu'on se convainc que le changement climatique est là, que ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est une réalité qui touche tous les aspects de la vie sociale, culturelle, économique et écologique. Voilà, à cette heure passée de 24 minutes à Urukila se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos. 13h, vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Dieneba Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Temili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.